Archiloque de Paros, le premier poète lyrique grec. Article 1 sur 2. Écrit par Nîmes. On tient Archiloque pour être l'inventeur de la poésie iambique, elle l'aurait en fait précédé de plusieurs siècles d'après Andrew Ford, faite de pieds de vers composés d'une brève et d'une longue appelée iambe. L'étymologie du mot iambu n'est pas claire, mais il ne fait aucun doute que le iambe en tant que terme métrique est secondaire et qu'à l'origine il décrivait un type de poésie au ton amer, méprisant, licencieux, alternant entre les registres satiriques, comiques, dithyrambiques et parfois tragiques. Des vers d'Archiloque, destinés à être entendus avec un accompagnement mélodramatique à l'olos, et non lus, se dégage un sentiment puissant de volonté d'une vie trépidante dans ses aspects les plus forts que sont l'amour et la guerre. Plus qu'un simple maître, l'innovation introduite par Archiloque est cette combinaison de maîtres offrant une rythmique qui donnera plus tard la strophe. Il est particulièrement connu pour ses écrits satiriques et sarcastiques comme celui où il se vante d'avoir abandonné son bouclier afin de sauver sa vie. Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient là les paroles d'un fuyard qui ne se fait que peu de mourons pour le sort de sa cité. Il n'en est rien. Loin d'être une preuve de lâcheté, le poème finit en mentionnant qu'il en retrouvera un semblable, ce qui laisse penser que sa fuite prépare un retour, et ses vers regorgent de mots aimables envers Paros et Thasos, ces cités d'origine et d'adoption envers lesquelles il témoigne une inquiétude pour leurs habitants. Dans un très beau texte, il montre comment il protège sa cité face à l'envahisseur de Naxos qui piétine les champs de leurs parents. Et la cité le lui rendit bien, puisqu'on retrouva son nom inscrit sur une stèle érigée en son honneur par Sosténès, nommée Monumentum Archilochi, dans la ville de Paros, accompagné d'un de ses fragments repris par l'historien Déméas mettant en avant comment les Pariens se sont imposés face aux Naxiens. Puis en 1950, on en trouva même un second. Un thrace a désormais mon bouclier superbe, il s'empare, il s'en fait honneur. Soit. Je l'avais, contre mon gré, jeté dans l'herbe, tant pis. Je vis, j'ai le bonheur de respirer. Quant à l'objet, laissez-moi rire, grand bien face à qui l'a conquis. J'en trouverai un autre et pas forcément pire. Archiloque, fragment 5. Erxias, défenseur, comment pouvons-nous rassembler des troupes dispersées? Les feux de camp soulèvent leur fumée autour de la ville. Les flèches acérées de l'ennemi poussent comme des poils sur nos navires. Les morts se dessèchent au soleil. Les charges sont plus audacieuses. Couteau profondément dans les lignes de Naxos. Nous les fauchons comme des herbes hautes mais ils sentent à peine nos attaques. Le peuple croira que nous acceptons avec indifférence ces sauterelles qui piétinent les champs de nos parents. Mon cœur doit parler, car la peur et le chagrin font taire mes voisins. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'aide vient de Thasos, trop longtemps retenu par Toronaio. Et de Paros dans les navires rapides. Les capitaines sont furieux, et enragent d'attaquer dès que les auxiliaires seront là. De la fumée s'élève au-dessus de la ville. Envoie-nous des hommes, Erxias. Les augures sont bons. Je sais que vous viendrez. Archiloque, fragments 88 et 89. Le personnage historique. Son nom ne vous dit pourtant peut-être rien si vous n'êtes pas des plus curieux de l'Antiquité, mais il était considéré, par ses contemporains, comme un poète dont la renommée était égale à celle d'Homère. Il lui est aussi son opposé. Lui qui choisit de prendre le contre-pied du poème épique louant la victoire guerrière et la gloire des héros, pour délivrer une vision plus individualiste de la guerre exaltant le moi. Dans ses écrits il se livrera beaucoup, sur ses performances et ses déboires. Un peu trop à en croire Élienne citant Critias, qui nous rapporte que notre poète ne jouissait pas nécessairement d'une réputation excellente et qu'il ne la devait qu'à lui-même et ses écrits. Critias reproche à Archiloque d'avoir fort mal parlé de lui-même. S'il n'avait pas, dit-il, répandu en Grèce de pareils bruits sur sa personne, nous ne saurions pas qu'il était fils de l'esclave Énipo, ni que des embarras et des besoins d'argent lui avaient fait quitter Paros pour se rendre à Thasos, ni que, parvenu dans cette île, il s'y était fait beaucoup d'ennemis, poursuivant de ses méchants propos indifféremment amis ou ennemis. En outre, continue Critias, nous ne saurions pas, s'il ne nous l'avait dit lui-même, qu'il était adultère, débauché, lubrique, ce qui est le comble de la honte, qu'il avait jeté son bouclier. Citation d'Élienne reprise dans l'ouvrage Archiloque, sa vie et ses poésies, Amédée Ovette. Mais est-ce qu'Archiloque se livre vraiment sur sa vie? Quelle est la place du « je » dans ses écrits? Quelle est la nature du moi utilisé ici? A-t-on affaire à un art subjectif, que Nietzsche tient pour du non-art, ou objectif? C'est une question que s'est également posée, en 1872, en ces termes le jeune Nietzsche dans Naissance de la tragédie,
en ne disposant pas de la totalité des fragments qu'on possède aujourd'hui. C'est pourquoi notre esthétique doit d'abord résoudre le problème de la possibilité du lyrique en tant qu'artiste, le lyrique, d'après l'expérience de tous les temps, disant toujours « je » et vocalisant devant nous toute la gamme chromatique de ses passions et de ses désirs. Et justement cet Archiloque, à côté d'Homère, nous épouvante par le cri de sa haine et de son mépris insultant, par les explosions délirantes de ses appétits, n'est-il pas, lui, le premier artiste subjectif, par cela même le véritable non-artiste? Nietzsche, naissance de la tragédie. Afin d'y répondre, il nous faut d'abord comprendre dans quelles circonstances Archiloque avait-il exercé cette verve mordante qui lui valut, comme le dit Pindare, d'être jeté toute sa vie dans la misère et l'embarras. On ne sait pas grand-chose de lui mais on devine qu'il est né vers le 7e siècle avant Jésus-Christ en se référant à quelques faits qu'il mentionne. Premièrement, il fait état d'une éclipse totale dans le fragment 122 n'ayant pu avoir lieu que le 6 avril 648 vers Thasos, ville qu'il a habitée. Raisonnement fragile, Archiloque pouvant parler d'une éclipse qu'il n'a pas vécue. Rien ne doit être inattendu, ni prétendument impossible, ni source d'émerveillement, maintenant que Zeus, père des Olympiens, a fait apparaître la nuit en plein jour, cachant la lumière du soleil resplendissant, et qu'une peur moite s'est emparée des gens. Désormais, les hommes peuvent tout croire et tout attendre, que personne ne s'étonne plus de ce qu'ils voient, pas même si les animaux sauvages échangent leur pâturage saumâtre contre les vagues fracassantes des dauphins et que la mer devienne plus chère que la terre au premier et la montagne boisée plus chère au second. Archiloque, fragment 122. Mais un second point de repère vient nous éclairer un peu plus. Il fait référence dans certains fragments au roi de Lydigigès, qui précéda le fameux Crésus et s'empara du trône vers 680 en tuant le non moins tristement célèbre Candole, lui prenant ainsi sa femme et la royauté. Enfin Cornelius Nepo écrira qu'Archiloque était déjà célèbre sous le règne de Tullus Hostilius, soit entre 671 et 640. La poésie d'Archiloque. Venons à ces vers iambiques, dont on le tient pour l'inventeur, qui furent récités de sources sûres par les rhapsodes, dont Simonide de Zacinthe, à égalité avec Homère et Hésiode. Platon nous rapportera d'ailleurs, dans le dialogue Aon, que Socrate s'enquit un jour de la question suivante à un rhapsode, est-ce donc sur Homère seul que s'exerce ton art, ou bien aussi sur Hésiode et Archiloque? Tradition grecque oblige, il vante la chanson des muses et l'amour du banquet. Sa poésie était déclamée pendant les symposiums, ou symposions en grec, qui veut dire littéralement « réunion de buveurs », mais on trouve aussi à son répertoire des chansons érotiques, des hymnes aux dieux, des satires et des élégies. Ces vers se veulent réalistes, parlant sans détour de nourriture, de sexualité et de la guerre, parfois en termes très crus. La guerre, ce mercenaire autoproclamé l'a bien connu. Né à Paros de l'union de l'aristocrate Télésiclée avec une esclave nommée Énipo signifiant « blâme », arrière-petit-fils supposé de Télide après Pausania, il s'engage dans la colonisation de Taso aux côtés de son père dans un premier temps, puis d'une ville en Thrace par la suite. On m'appellera mercenaire comme acarien. Archiloque, fragment 216. Aussi bien soldat que poète comme il le met en avant dans son premier fragment, la légende voudrait qu'à l'âge de 7 ans il ait volé une vache et essayé de la vendre au nom de son père. À la nuit tombée, il aurait rencontré de jeunes et jolies femmes qui se seraient d'abord moquées de lui et de sa vache avant de réussir à le convaincre de leur vendre la vache pour un bon prix. Elles s'enfuirent dans la nuit, emportant la vache et jetant à ses pieds une lyre. Il comprit alors avec terreur qu'il avait croisé les muses. Il se déclara dès lors serviteur d'Enyalios, Arès, dieu de la guerre et possesseur de la grâce désirable des muses, à qui il adresse parfois ses vers. Je suis le serviteur du puissant Enyalio. Et je connais aussi les doux présents des muses. Archiloque, fragment 1. Je pleure le peuple de Thasos en difficulté. Les Magnésiens, eux ne sauraient m'inquiéter. Archiloque, fragment 20. Bon nombre de ces vers sont dédiés à l'âpreté des combats, à la gloire de sa ville de Paros ou la protection de la ville colonisée de Thasos, qu'il ne jugeait pas aussi belle qu'une autre ville proche d'un ruisseau nommé Syris et qu'il qualifia de « calamiteuse » au détour du fragment 228. Si Archiloque tient la vie comme la valeur la plus haute, il ne rejette absolument pas les valeurs de courage et de combativité tant qu'elles ne s'opposent pas à sa survie personnelle et il ne manque pas de se rire de la mort, mais jamais des morts. Ma lance est ma boisson, ma lance est ma moisson. Je festoie au banquet appuyé sur ma lance. Archiloque, fragment 2, traduction de Marguerite Yourcenar. De ma lance dépend ma ration de pain d'orge, de ma lance dépend mon vin d'Ismaros, et je bois appuyé sur ma lance. Archiloque, fragment 2, traduction de François Lasserre. Cette mort au sol,
cet ennemi rattrapé à la course, nous sommes 1000 à les avoir tués. Archiloque, fragment 101. Car ce n'est pas du tout une terre belle, désirable ou agréable, comme celle qui entoure le ruisseau de Cyrus. Archiloque, fragment 22. Souvenez-vous de nous, souvenez-vous de cette terre. Quand, nos cœurs faisant face au désespoir, nos javelots ont tenu l'ennemi en dehors de Tazo. Archiloque, fragment 95. Bouclier contre bouclier. Gardez le mur de bouclier serré. Et le cadeau de la mort. Qu'ils apportent, que personne ne le prenne. Archiloque, fragment 139. Je n'aime pas ces généraux grands. Marchant d'un pas chancelant. Fiers de leurs tignasses bouclées. Et leurs barbes partiellement rasées. Donnez-moi un chétif. Avec des jambes arquées. Mais ferme sur ses pieds. Et empli d'un courage vif. Archiloque, fragment 114. Les larmes chaudes ne peuvent chasser la misère, ni les banquets et les danses l'aggraver. Archiloque, fragment 11. Il n'est pas bon de se moquer des morts. Archiloque, fragment 134. Les références aux dieux ne manquent pas parmi ces textes et jamais il ne les moque ou les insulte. Il les célèbre, leur rend hommage, réclame leur aide. On trouve pêle-mêle les noms de Déméter et Dionysos auxquels les Ioniens furent particulièrement attachés, ainsi que ceux de Zeus, Héphaïstos ou encore Athéna. Dans leur combat, Athéna, fille du tonitruant Zeus, se tenant proprement à leur côté, éveilla les cœurs de l'armée tant regrettée. Au cours de cette journée sur l'autre terre. Car elle céda tant de terre. Mais l'esprit des dieux de l'Olympe. Archiloque, fragment 94. Seigneur Héphaïstos, écoutez ma supplique. Soyez mon allié propice. Accordez-moi vos faveurs. Et que cette bonne fortune soit faite mienne. Archiloque, fragment 108. Et je sais comment diriger la danse pleine d'entrain du seigneur Dionysos, le dithyrambe. Je le fais. Coup de tonnerre, aviné. Archiloque, fragment 120. Puisant son inspiration dans les passions, les joies et les souffrances, sa poésie peut aussi traduire un amer sentiment de solitude, le voyant s'adresser à son propre cœur afin de se donner du courage, accompagné d'un appel à la tempérance dans la défaite comme dans la victoire. Il se dégage également de certains fragments une forme d'empathie pour l'effort, une absence de tout ressentiment, une acceptation et une célébration d'être ce que l'on était de ce que la vie nous amène sans envier les autres à qui elle offre un sort plus doux. Mon cœur si meurtri, toi que les mots assiègent. Lève-toi, affronte ceux qui nous haïssent et défais leurs pièges. Combat-les. Tiens-toi ferme parmi leurs lances. Grosses comme des poutres, qui te tensent. Et si tu vains, n'exulte pas, sois sans orgueil. Mais vaincu, ne va pas gémir, menant ton deuil. Supporte les malheurs et accepte les joies. Puisque c'est le destin de toute créature. Et le rythme alterné de l'humaine aventure. Archiloque, fragment 128. Tout ce que les gens ont vient d'un dur travail et de l'effort humain. Archiloque, fragment 17. Ces affaires en or de Gygès, ces trésors ne me séduisent pas. La jalousie n'a aucun pouvoir sur moi, je n'envie pas non plus les devoirs divins, et je ne brûle pas de régner en tyran. De telles choses n'ont aucune fascination pour mes yeux. Archiloque, fragment 18. Il célèbre également, à la manière d'Ulysse, la volonté d'un doux retour à la maison qui était extrêmement important pour les Grecs. La mort en mer était le pire qui pouvait leur arriver car elle les privait de sépulture, les condamnant à errer indéfiniment dans les rêves, la divinité primordiale et infernale née du chaos, personnifiant les ténèbres, les enfers. Combien de fois j'ai prié, sur l'étendue de la mer blanche peignée par le vent, comme une chevelure de femme, pour un doux retour à la maison. Archiloque, fragment 8. Les femmes et la sexualité sont un autre de ses thèmes de prédilection. Teinté de misogynie parfois, il dira notamment dans le fragment 184, « La chance est comme une femme, elle tient le feu dans la main gauche et l'eau dans la main droite, il peut faire montre des pires accès de colère envers sa promise Néoboulet qui l'a rejetée. Il les voue, elle et son père, Lycambès, qui lui avait promise, aux gémonies, les poussant jusqu'à la mort selon Horace. Elle se plaisait à tenir une branche de myrte ou la belle fleur du rosier, et sa chevelure abritait en ombrelle sa nuque et ses épaules.
Ah! Je voudrais que mon bras pût étreindre nez au boulet, me jeter sur cette outre ardente à la besogne, pousser ventre contre ventre, et cuisse contre cuisse. Avec ses cheveux noyés de parfum et son sein, elle aurait éveillé le désir d'un vieillard. Corneille transportée de plaisir? Telle l'alcyon sur la roche du promontoire, elle battait des ailes et prenait son vol. Archiloque, fragments, 30 et 31, 119, 217. Quelle idée t'a passé par la tête, père Lycambès? Qui t'a dérangé la cervelle? Jusqu'à ce jour tu étais un homme équilibré, aujourd'hui tes concitoyens font de toi gorge chaude. Tu as violé un serment solennel, tu as trahi le sel et la table. Zeus souverain, j'ai été frustré du repas de noces. Mais, ce qu'il m'a fait, il me le paiera. Archiloque, fragments 172 et 173. Si viol t'était le désir d'amour qui, en mon cœur, menait Saoul, déversant sur mes yeux un brouillard opaque et hors de moi-même ravissant la fraîcheur de mes sens. À coup sûr, tu n'épanouis plus la fraîcheur de ta chair, ta peau déjà se fane, et la charrue de la sinistre vieillesse y creuse ses sillons. Archiloque, fragment 188. Elle suçait comme un thrace ou un phrygien qui descend une bière par un tube. Elle travaillait dur, penchée en avant. Archiloque, fragment 42. N'appelez pas les médecins. Je connais un meilleur moyen, pour faire baisser un gonflement comme celui-là. Écoutez-moi, maintenant. Non. Oubliez ça. Archiloque, fragment 67. On ne sait que peu de choses sur sa mort si ce n'est que Plutarque nous apprendra qu'il fut tué par un Axien nommé Calonda, surnommé Corax, signifiant « le corbeau ». Il est difficile de savoir si cette anecdote est réelle, mais nous savons que les habitants de Paros et Naxos étaient régulièrement en conflit et nourrissaient une détestation réciproque comme en atteste le peu de flux commerciaux observés entre les deux cités. On dispose tout de même d'une trace de ce qui serait un monument funéraire trouvé à Paros où il est écrit « Archilochus de Paros, fils de Télécyclès, repose ici », ce mémorial pour lui a été érigé par Docimos, fils de Néocréon. Ainsi que d'un relief archaïque où certains estiment y voir une représentation héroïsée d'Archiloque. Je suis dans les affres du désir, misérable et sans vie, percé à travers mes os de douleurs atroces par la volonté des dieux. Archiloque, fragment 193. Une fois mort, personne n'est tenu en respect par les citoyens, même s'il est puissant. Au lieu de cela, nous, les vivants, traînant la faveur des vivants et les morts sont toujours les plus mal lotis. Archiloque, fragment 133. Les anciens le tenaient en haute estime mais la perte de ses écrits vient peut-être des Byzantins plus prudes, et sans quelques joyeuses trouvailles dans les sables égyptiens nous aurions peut-être oublié jusqu'à son nom aujourd'hui, que les pères de l'Église avaient préféré délaisser à cause de sa violence du langage qui n'avait d'égal que l'intempérance de ses passions. Maintenant que vous êtes plus familier avec la vie et les vers de ce premier poète lyrique, je m'attacherai à démontrer dans un second article pourquoi, non seulement, on ne peut pas le tenir pour un non-artiste, mais au contraire le voir comme le sommet de l'art et le premier artiste prométhéen. Cet audio vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.